de piliers et dynamiques pour un grand Congo. Un livre rédigé par M. Corneille Mulumba, préfacé par Martin Fortuné Mukenji Mbandankulu. C'est un livre très important qui pose des questions questionnantes sur la débâcle congolaise, sur les problèmes inhérents bien évidemment de ces débâcles. Pour ce faire, synopsis de ce jour reçoit M. Corneille Mulumba, l'auteur de ces livres. Bonsoir M. Corneille. Bonsoir M. Adi. Il est cofondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et en rédigeant ces livres, on peut lui catégoriser dans la catégorie des chercheurs. Avez-vous quelque chose à ajouter concernant votre présentation? Vous allez un peu loin là, chercheur. Non, je suis un patriote. Oui. Qui a consacré toute sa vie à une cause pour que les conditions de vie de nos compatriotes changent dans ce pays, pour que notre pays soit autrement que ce que nous voyons. J'ai mis cela par écrit pour que, comme on dit, que nul n'ignore. De là à faire de moi un grand écrivain, non, il faut être plus humble que ça. Mais ce sont mes idées, ce sont mes propositions, c'est une vision telle que, à la suite de notre combat politique, il y a des choses qu'on a comprises et il y a on a compris que beaucoup de blocages viennent d'où, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il fallait coûte que coûte, mettre cela par écrit pour que, si on ne sait pas le faire aujourd'hui, parce qu'ils sont là, demain d'autres peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Décortiquons ces livres dans sa page, en fait, dans le pilier 19, page 399, où vous avez abordé une question d'actualité qui défraie la chronique en même temps. Il s'agit donc de la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous l'avez rédigé, pacifier et sécuriser la partie est de la République démocratique du Congo. S'il faut entrer dans les détails, un pays dont une partie du territoire est en guerre est comparable donc à un corps humain dont un des membres est blessé. La douleur empêche la concentration et affecte négativement les performances de tous les autres. Des dépenses sont faites prioritairement pour les soins au détriment de la satisfaction de tout autre besoin, même alimentaire, tant il est vrai que la douleur physique coupe même l'appétit. Qu'en dites-vous? Comment expliquez-vous cette phrase? Mais c'est normal, c'est-à-dire quand vous avez mal au petit doigt du pied, au petit orteil, il vous serait difficile de faire cette émission. Il vous serait difficile d'écrire deux, trois lignes. Vous n'aurez même pas faim si la douleur est forte. La RDC est ainsi. Avec ce qui se passe à l'Est, on ne peut pas construire notre pays, puisque le peu de moyens dont nous disposons, nous devons les consacrer à cette guerre-là. Et ceux qui nous font directement la guerre ont beaucoup plus de moyens que nous. Ne regardez pas le Rwanda, ne regardez pas l'Ouganda, ni le Rwanda, ni l'Ouganda. Excusez-moi. Nous avons les moyens de faire la guerre à la RDC. Il faut regarder les États-Unis, les multinationales, l'Europe, la France, tout ce monde-là, qui instrumentalisent le Rwanda, et l'Ouganda, qui apportent les moyens et qui font tout pour affaiblir le leadership congolais. Et alors, avec ça, on ne peut pas s'en sortir. On semble avoir pitié de nous, mais en réalité, on nous maintient arbitrairement dans cette situation. Donc, si nous voulons repartir, il est absolument indispensable de mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays, de développer nos intelligences et tous nos moyens pour que cette guerre-là ne continue pas. Nous devons contrôler à 100% cet espace. Pacifier, sécuriser la partie est de la République démocratique du Congo nécessite beaucoup de sacrifices. Faudra-t-il admettre cela? Nécessite surtout beaucoup de volonté, beaucoup de détermination et même une dose importante d'autodétermination, c'est-à-dire cette possibilité, cette capacité pour nous-mêmes de décider de ce que nous voulons. Je veux dire quoi? Je veux dire que nous sommes un pays en guerre.
il est absolument indispensable que nous puissions connaître qui nous fait la guerre et évaluer ses forces et ses faiblesses. Si nous ne faisons pas cela, nous n'avons aucune chance de gagner. Je l'ai dit tout à l'heure, qui nous fait la guerre, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est la France, c'est les multinationales. Question. Quelles sont leurs forces? Oui, ils ont l'armement, ils ont la technologie, ils ont les médias, tout ça. Quelles sont les faiblesses? Chez eux, il y a la démocratie aussi. Il y a des groupes de pression. Donc, on peut amener la guerre, on peut l'amener chez eux, pas nécessairement en termes d'armes, dans une grande mobilisation de la société civile et tout ce monde, qui peuvent effectivement, si on leur explique clairement notre cause, au lieu de les laisser manipuler, on peut obtenir un soutien là-bas. Lorsqu'ils veulent attaquer un pays, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils diabolisent ce pays-là ou les dirigeants de ce pays-là pour justifier leur action, aussi malhonnête soit-elle. Faisons la même chose. Sensibilisons là-bas chez eux. Dénonçons ce qu'ils sont en train de faire. Démontrons qu'ils sont en train de financer, ce sont ceux qui financent. Démontrons que si au Rwanda il y a eu 800 000 morts, chez nous c'est plus de 8 millions de morts. Et ça continue constamment. Ce sont eux. Les multinationales portent des noms. On peut les désigner, on peut les montrer leurs doigts. On peut les montrer leur bureau. Mais c'est de Corneille Moulumba. Vous entendre parler, c'est comme si cette guerre, le Rwanda n'est qu'une personne interposée qui nous fait la guerre. Mais il y a une certaine opinion qui estime que cette guerre est une guerre asymétrique, non conventionnelle, c'est-à-dire une guerre à plusieurs fronts. Quand vous parlez des États-Unis d'Amérique, de l'Europe, je ne sais pas, à mon entendement, si vous faites allusion à quoi. Parce qu'il y a même le patriote congolais qui sont même en complicité avec les rebelles qui nous font la guerre aujourd'hui. Faudra-t-il seulement incomber la faute de nos malheurs aujourd'hui à l'Occident, alors que nous-mêmes, nous sommes à la base de tout cela? Oui, deux petites corrections. On ne veut pas parler des rebelles. Si nous parlons des rebelles, nous nous affaiblissons. Oui. C'est un. Deux, vous parlez des patriotes qui sont avec les rebelles. C'est impossible c'est contradictoire. Un patriote ne peut pas faire la guerre à la RDC. Ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que les patriotes, mettons-les de côté. Vous avez raison de parler d'une guerre asymétrique. Mais c'est quoi une guerre asymétrique? C'est une guerre dont ceux qui s'affrontent ne le font pas directement. Je m'explique. Et donc, ils n'agissent pas des personnes interposées qui utilisent les religions, qui utilisent les tribus, qui utilisent toutes sortes de faiblesses. Bon, en l'occurrence, qui se fait la guerre? Ce sont les États-Unis, c'est l'Occident qui fait la guerre à la Russie, à l'Orient, la Chine notamment. Parce que la Chine est très importante, elle a de gros moyens technologiques, elle a beaucoup de moyens financiers, elle a beaucoup. Donc, logiquement, un être normalement équilibré traiterait avec la Chine, puisque la Chine vous offre, à prix égal, il vous offre un meilleur produit, donc, à prix égal, il vous offre un meilleur produit. Et même technologiquement, il est capable de vous offrir de très bonne qualité. Donc, pour eux, la seule façon de garder un pays comme la RDC dans leur giron, c'est de nous imposer des dirigeants qui sont à leur service. Vous saisissez? Et que donc, à défaut de ça, on entretient cette guerre à l'est du pays, parce que pendant ce temps, on n'est pas libre de ce mouvement, on sait de ce qu'ils font. Et cela empêche la Chine d'agir librement, de nous faire des propositions. Vous avez vu la proposition de ce qu'on appelle le contrat chinois. C'est-à-dire que vous échangez vos minerais contre des infrastructures. Observe, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous avons eu des coopérations avec les pays occidentaux. Si on pose la question, quelles sont les infrastructures qui ont été construites en RDC, en termes de chemin de fer, en termes de routes, quoi que ce soit, il n'y en a pas. Alors que la coopération avec la Chine nous offre la possibilité de négocier nos minerais contre la construction des routes, des chemins de fer, des ponts et tout ça. Et donc, logiquement, on n'est plus intéressé par ça. Alors, en attendant, on fait la guerre à l'Est pour maintenir l'instabilité et au besoin détacher cette partie puisqu'elle contient des minerais très très précieux. Donc, c'est-à-dire que la guerre, c'est une guerre de basse intensité ou une guerre asymétrique, comme vous dites, entre les deux. Et quand les deux géants se battent, deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui trinque. Et c'est ce que nous vivons. Donc,
à nous tenir compte de cette réalité. Comment faire pour mettre fin à cette situation? Mais la possibilité. Mais vous écartez l'hypothèse selon laquelle il y a une complicité interne, alors que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, l'avait si bien dit que il a adressé aux députés nationaux, quitter les groupes armés. C'est que, quelque part, il y a une complicité des non-compatriotes. Qu'à cela ne tienne, c'est d'ailleurs un épisode absurde. Mais c'est qu'on est Imoluba. On a pris l'habitude aujourd'hui d'accuser les impérialistes, pure propagande, suggérée, intéressée. Mais ne faudra-t-il pas aujourd'hui admettre ne faudra-t-il pas plutôt continuer à incomber la faute aux Occidentaux, alors qu'en nous, il y a un certain nombre de comportements qui n'augurent pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays, notamment l'esprit de vengeance, l'absence des traditions humanistes, bas degré des formations civiques, le non-respect des biens publics, le détournement des fonds, la corruption, le mégestion, ne sont pas là autant de facteurs que nous devrions éviter d'attribuer gratuitement aux impérialistes. Mais nous n'attribuons pas cela aux Occidentaux. Vous faites bien de le soulever. Vous avez parlé de déclaration de M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Je pense que on ne peut pas jouer avec ça. Si vous savez que tel député, si vous avez des éléments pour dire que tel député collabore avec les rebelles, mais les tribunaux sont là pour ça. Dénonçons-le, citons-le. S'il y a des informations sur là où ils se réunissent, citons-le. Pourquoi on dit que déposer les armes? Mais est-ce qu'on doit étaler ça aux grandes dames? Non, pas de blague avec ça. Non. La population a besoin. Nous devons créer une synergie nationale, n'est-ce pas? Nous devons créer une solidarité. Nous devons créer un dynamisme national. Alors ça veut dire qu'on doit montrer notre rigueur. Vous, soldats, vous, général, vous, ceci, on envoie de l'argent pour militaires au front. Vous détournez ça, on fait comme on fait partout, on vous fusille. Mais c'est ce qu'on fait ailleurs. Vous croyez que en Chine, vous allez toucher l'argent de l'État? On vous fusille, garanti. En Corée du Nord, n'en parlons pas. Alors, il y a de la discipline. Parce que la guerre, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui meurent. S'il y a des gens qui collaborent avec l'ennemi, et que vous les connaissez, et que vous ne les dénoncez pas, vous-même, vous êtes complice. Vous-même, vous êtes complice. Donc, moi, j'invite M. Mbosso à dénoncer cela. Il y a des tribunaux pour cela qu'on dénonce. On dit que... il appartient à la justice d'instruire... mais puisque M. Mbosso a des informations, oui, puisqu'il connaît, alors qu'il transmette le dossier à la justice, qu'on lève l'immunité des députés qui collaborent, dont on a les preuves, et que la justice prenne le dossier en charge. C'est comme ça qu'on fait les choses. Lorsqu'il y a des militaires, on avait dit, voilà, le chef d'État avait informé qu'il y a 21 000 militaires soldats à l'est du pays. Alors qu'en réalité, quand il est passé, il a trouvé qu'il y en avait 11. Très bien. Qui a les dossiers? Parce que s'il y a des gens qui, pendant tout ce temps, perçoivent l'argent des militaires qui n'existe pas. Mais cela ne doit pas se faire à la hâte, comme ça. Mais c'est quoi la hâte? La justice doit faire son travail. Mais il faudra du temps. D'accord, mais est-ce qu'elle a été saisie? Est-ce que la justice a été saisie? Est-ce que les députés dont M. Mbosso a le nom, le dossier a été transmis à la justice? C'est ça le problème. Oui. C'est ça le problème. Donc il faut ça. D'autre part, bon, les corruptions et toutes ces histoires, oui, c'est interne. Mais moi, je pense seulement qu'il y a des décisions que nous devons prendre. Il y a la guerre. Très bien. Si un pays est en guerre, on prend des mesures de guerre. Oui, on décide, voilà, ok, état de siège, très bien. Moi, je pense qu'on doit aller plus loin. Si nous prenons, puisque nous sommes en guerre, le Premier ministre qui est là, il est très gentil, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui peut avoir quelque chose contre lui. Mais puisque nous sommes en guerre, oui, faisons appel à un général, comment ça s'appelle oh là là, Olenga, par exemple, nommons le Premier ministre. Après le général général Kalume, nommons le ministre de la Défense. Prenons le Toumba, mettons le chef d'état-major général. Prenons un autre général, mettons le ministre de l'Intérieur. Consente maintenant qu'on entre dans un système militaire, dans un régime militaire, pas un régime militaire, mais que l'armée prend les choses en main pour notre défense. Mais vous oubliez que la guerre n'est pas
globale, globalisante. La guerre, c'est fait à la partie est de la République démocratique du Congo. Mais oui, mais où le justement... chef de l'État a décidé Oui. pour mettre l'état des sièges dans la partie est, où il a nommé des gouverneurs militaires. Vous comprenez? Mais il y a des inquiétudes. OK. Le chose, état des sièges, disons que c'est un concept. La question, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Mais inquiétude peut-être parce que la compréhension globale que vous faites Non, je veux dire ceci. pour les pactes de la République n'est pas le même que celle du président de la République. Non, mais je parle en tant que citoyen. Mais en tant que citoyen, vous devez aussi émettre dans une même longueur d'onde avec les décisions prises sur l'État. Attendez. Non, attendez. Nous sommes des citoyens, nous sommes des patriotes, n'est-ce pas? Notre soutien au FARDC doit être total, n'est-ce pas? Total, inconditionnel. Mais s'il y a des décisions prises qui ne sont pas dans le sens des choses, les émissions que nous faisons, c'est pourquoi? C'est pour aussi éclairer l'opinion, c'est pour aussi éclairer les décideurs. Peut-être qu'il y a des points qui n'ont pas dans l'esprit et ils vont les intégrer. Donc nous ne faisons pas ça pour nuire. Mais cela ne constitue pas un pivot de dire que la parole de M. Corneille Moulumba, c'est la parole d'évangile que les décideurs vont prendre en compte. Non, mais ce n'est pas la parole d'évangile, mais les décideurs là, qui vont nous suivre dans l'émission, il peut dire, c'est vrai, tel côté ou tel aspect, nous n'avons pas suffisamment pris en compte. Je suis de ceux qui pensent, je pense moi, que la guerre asymétrique, comme on le dit, ce n'est pas contre les milices, ce n'est pas avec les chars de combat. Il faut former des commandos. La question est, peut-être que je n'en sais rien, combien de commandos nous formons par trimestre, par exemple? Combien de commandos nous formons? Est-ce que nous formons des parachutistes? Est-ce que nous utilisons le minéraux pour négocier, avoir des avions, des hélicoptères, ainsi de suite, pour combattre la situation là-bas? Nous devons être équipés. Nous devons mobiliser les militaires. Nous devons engager. La RDC ne peut pas être bien suffisamment défendue avec 140 000 militaires. Non, il nous faut 3 millions de soldats. Et nous devons mobiliser et mobiliser la population. Vous dites la guerre c'est à l'Est, oui. Tant qu'on parlera que la guerre est à l'Est, c'est comme j'ai dit, le petit doigt qui a mal, et à l'Ouest, on ne peut pas être là en train de danser et de s'amuser comme si de rien n'était. Non. Le fait d'avoir des militaires, Premier ministre, ministre de la Défense, et à l'intérieur, et ainsi de suite, ça crée un état d'esprit dans le pays que nous sommes en guerre. Mais vous ne voyez pas que cela peut prendre l'ampleur d'une tragédie. Tragique comment? Tragédie selon laquelle tout le monde doit être mis aux aguets. Tout le monde doit être aux aguets, effectivement. Non seulement tout le monde doit être aux aguets, mais chaque Congolais doit être un agent de renseignement. Tout ce qui est suspect, il doit informer. La guerre, on la gagne quand on est tous mobilisés. Donc chaque Congolais doit être un agent de renseignement. Donc tout le monde doit être mobilisé. Vous êtes quelque part... Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que si le président de la République ne nomme pas un premier ministre militaire, un ministre de défense militaire, c'est que ce qui se passe à l'Est, ce sont des aventures? Non, je n'ai pas dit que ce sont des aventures, non. Je pense que moi, j'ai fait cette proposition-là au président de la République. Vous avez suivi que le Congo-Brazzaville a cédé, sur pression de la France, 120 km² de terre à Maluku, donc de l'autre côté du fleuve. Ça veut dire que tout est là pour infiltrer. Ils peuvent traverser de n'importe où. Alors vous, Congolais, habitants de Kinshasa, si vous voyez quelqu'un qui entre dans la maison, votre voisin, qui est suspect, vous devez informer la police, vous devez informer, parce qu'on doit surveiller, le danger est à nos portes. Monsieur Corneille Moulumba, je vous en prie. Poursuivons la lecture de votre ouvrage. Quelque part, vous avez dit que, en fait, vous avez donné une solution, une petite solution à la guerre à l'Est. Mettre fin à la guerre d'agression dont la partie Est de notre pays est victime, comme pour toute guerre, par ailleurs, impose avant tout d'identifier avec précision l'ennemi, de connaître ses motivations ou les mobiles exacts de cette agression, d'évaluer ses forces, d'adopter des stratégies de défense adaptées à la situation et enfin de mobiliser les synergies nécessaires pour pouvoir contre-attaquer, quelle que soit la puissance présumée de cet ennemi. Bien sûr.
Comment vous expliquez ça? Non, mais c'est-à-dire que, la motivation. Oui. Le Paul Kagame, comme Yoweri Museveni, rêve de l'Empire Hutu et ils veulent accéder, avoir une partie de nos territoires, donc le reste de notre pays. Ça, c'est un. Les États-Unis, avec leur multinationale et l'Europe, veulent détacher cette partie de la RDC. Oui. Alors, ils promettent à Kagame et à Museveni, et ils instrumentalisent en disant que si cette partie devient indépendante, n'est-ce pas, avec le concours de la MONUSCO, ce n'est pas distrait, alors vous aurez votre empire Imatutsi, et nous aurons moyen d'exploiter facilement tous les minéraux stratégiques qui sont dans cette partie du territoire. Voilà le deal qui s'est fait. Donc, Kagame a ses rêves, Museveni c'est la même chose, les Occidentaux, ils ont leurs rêves à eux, ils ont leurs ambitions, et il y a une conjonction d'intérêts. Alors pour ce faire, ils mettent tous les moyens. N'oubliez pas que Kagame a été formé par les Américains. Ils mettent tous les moyens militaires, stratégiques, diplomatiques, médiatiques et tout au service de ces gens. Alors en même temps, ici chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour que nos élections produisent des éléments qui soient faibles, n'est-ce pas? Allez rester quelque temps à la CENI, vous allez voir combien il y a de défilés des Occidentaux à la CENI. Alors que la CENI devrait être un bunker. Aucun étranger ne devrait y mettre les pieds. Mais allez voir, tout le monde vient là avec les aides, nous allons vous aider, nous allons vous aider. Mais quand ils appellent, qu'est-ce qu'ils appellent aide? Quand ils viennent pour vous aider, qu'ils sortent leur argent, c'est-à-dire qu'ils contrôlent aussi, ils interviennent aussi dans le processus, n'est-ce pas? Ils contrôlent le processus. La MONUSCO est allée au service. Quand vous dites que voilà, la MONUSCO va transporter, va nous aider, la MONUSCO travaille pour eux. C'est comme ça que vous allez avoir dans votre pays, au Parlement, tout un tas de députés qui sont là parce que désignés, choisis par les Occidentaux. Et que vous avez d'autres Congolais qui n'arriveront jamais au Parlement, qui n'arriveront jamais parce qu'ils disent pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Et que vous avez dans votre gouvernement des gens que eux désignent. Vous avez des ministres dans votre gouvernement. Vous demandez, et qui sont là depuis longtemps. Vous vous posez la question, mais pourtant ils n'ont pas de grands partis politiques qui soient forts, puissants. Comment se fait-il qu'ils sont de tous les gouvernements? Bien souvent, ils travaillent, ce sont des gens qu'on impose. Mettez celui-là, mettez celui-ci. Et réalisons ça, alors nous comprenons pourquoi nous n'avançons pas. Bien que l'identification de cet exemple que vous venez d'évoquer postule en termes de solutions pour la paix, mais il y a une nécessité de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre. Vous ne voyez pas que l'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé. Parce que il doit prendre en compte les différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. Parce que la finalité de l'État aujourd'hui, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire c'est d'avoir la maîtrise de tous les obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Oui, moi je pense que loin de moi l'intention de minimiser l'importance de l'extérieur de l'international, mais je crois que l'action est d'abord interne. Je pense que, nous avons un pays, la population du Congo est à peu près équivalente à la somme de population des pays qui nous entourent. Donc nous sommes un grand pays, nous avons une grande jeunesse, et mobilisons notre jeunesse dans l'armée, par exemple. Comme on le fait déjà avec les paramilitaires des services nationaux. Mobilisons nos jeunes dans l'armée, ça c'est un. Utilisons nos minéraux pour acheter des armes. Et aucun pays au monde, absolument aucun, ne peut nous interdire d'acheter des armes, ou comme on dit, pas de l'embargo. Il s'agit de notre vie, et notre vie n'a pas moins de valeur que celle des autres. Donc nous devons nous procurer les armes, nous avons nos minerais recherchés dans le monde, utilisons-les pour nous procurer des armes. Ça c'est une chose. Oui. Et puis nous procurer aussi la technologie. Nous avons des commandos, il y a dans le monde des groupes en Amérique latine ailleurs, des experts, des commandos. Prenons quelques-uns, amenons-les à Kotakoli et formons même 50 millions de commandos, formons-les. Comment se fait que nous n'avons pas d'hélicoptères? Formons des parachutistes. Nous pouvons commencer.
qu'on sente que les Congolais se mettent debout, se prennent en charge. Nous n'avons pas besoin de troupes étrangères sur notre sol. Nous n'en avons pas besoin. Avec si on fait ça, et comme je dis, si on désigne le Premier ministre militaire, ministre de la Défense militaire, qui comprend les enjeux, et même ministre de l'Intérieur, je pense que déjà qu'eux se manifesteront. Et comme je l'ai dit aussi, à Kinshasa, nous sommes à peu près 12, 13 ou 14 millions, je ne sais pas combien. Si 10% de la population quinoise, oui, 10% descendent dans la rue, dans une marche de protestation et de solidarité avec les populations de l'Est, ça fera 1 200 000, 1 300 000 personnes. Et je vous dis qu'il n'y a jamais eu une telle manifestation en RDC, et ce sera un grand message envoyé à ces multinationales et à tous ces pays occidentaux. Ça veut dire que vous aurez là, en tête de la manifestation, vous aurez des prêtres, vous aurez des pasteurs, vous aurez des ministres, vous aurez des députés, vous aurez des étudiants, toutes les catégories sociales, les artistes et tout ce que vous voulez. Je vous dis que le monde entier dira, ah, les Congolais se réveillent, faisons attention. C'est pour ça que moi j'ai proposé aux organisations des droits de l'homme particulièrement, j'ai parlé avec certaines d'entre elles, dites, mais prenez l'initiative pour que l'action ne soit pas politisée au sens que c'est eux qui veulent tirer les ficelles. Prenez l'initiative et convoquons une telle manifestation. Si on a un point de départ, de rassemblement, je sais pas, Massina là-bas, sur le terrain de Chango, le terrain de Massina, un autre côté Kinsuka, un autre côté Selembao, un autre côté Cité Verte, et j'en passe, et qu'à 9 h du matin, ce 30 juin-là, tout ce monde afflue vers le stade du 30 juin et le stade des Martyrs, je vous assure que le boulevard sera plein de Kitambo jusqu'ici, et croyez-moi, le monde entier va voir sur ces images en direct et ça va changer. Mais, donc, si nous voulons, s'il vous plaît, si nous voulons mettre la fin à la guerre, il n'y a pas de miracle. Nous agissons. On fait des marches de manifestation pour des futilités, des choses d'importance. Voilà l'occasion de marcher. Et puisqu'on a convoqué, qu'on a invité les populations à un concert de Wenge le soir, très bien. Pendant le concert, il y aura les caméras, il y aura les médias, tout ça. Profitons pour lancer des messages aussi là-bas. Alors si le matin on a marché, au lieu de faire le défilé, on a marché pour soutenir l'armée et pour soutenir la population de l'Est et envoyer un message au monde que nous connaissons votre jeu et qui doit cesser, je pense que il y aura avant et après ce 30 juin ici. Mais vous dites que s'il n'y aura pas un miracle pour mettre fin à la guerre au Congo, mais c'est aussi dans cette optique qu'il faut comprendre aussi que le monde de l'après-guerre, de la guerre, de l'avant-guerre, est devenu aujourd'hui aussi un monde très dangereux. Parce que si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que des conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sous la surface des États issus de la colonisation soient étouffés, mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Parce qu'on ne nous parle pas d'une guerre classique, mais c'est une guerre asymétrique. Mais c'est ça que j'ai dit, non? Mais c'est Corneille Mulumba. Mais c'est ça que j'ai dit, non? La guerre asymétrique ou la guerre de basse intensité utilise les divisions, vous divise. Ça fait partie de moyens d'action. On crée des conflits entre les catholiques et les protestants, entre les Bangala et les Bakongo, vous voyez un peu comment on crée. On utilise le dollar pour créer des déviations, en ceci qu'on prend par exemple, vous savez que si on largue beaucoup de dollars sur le marché, cela contribue à baisser la valeur, et si on les retire, cela contribue à monter la valeur. On utilise le dollar. C'est pour ça que je propose là qu'on arrête, par exemple, d'utiliser le dollar sur le marché congolais. Donc, la guerre de basse intensité, ou la guerre asymétrique, puisque ce n'est pas un affrontement direct, les Américains et les Chinois ne se tirent pas dessus. Alors, il faut créer les conditions sur place. Il faut financer les milices. C'est ce qu'ils font. Ils financent les milices, ils créent des conflits entre les tribus, ainsi de suite. Mais je n'entends pas, côté congolais, côté des autorités congolaises, qu'on prend cette dimension d'éléments-là pour démontrer aux gens, à la population que voilà ce qui est en train de se faire, voilà la réalité. Il n'y a aucune raison que mon Congo soit en guerre contre le Mongala. La RDC est grande, nous avons l'espace, nous avons tout ce qu'il faut. Mais vous parlez des frontières. Vous parlez des frontières. En fait, la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres, c'est de savoir si nos frontières sont
adapté aux réalités actuelles, parce que il y a certains tenants, je dirais, de la mondialisation, qui soutiennent que les frontières géographiques héritées de la colonisation, surtout les frontières de notre pays, sont plus adaptées. Il y a, je dirais, l'inadéquation des frontières. Ce sont des frontières artificielles qui n'ont pas tenu compte des affinités des autochtones. Cette thèse est également soutenue par le Rwanda, qui souhaite que nos frontières puissent être adaptées aux besoins et aux réalités du moment, surtout face à cette guerre d'agression. Monsieur dit, aborder dans cette question-là est déjà un non-sens. Nous sommes Congolais. Mais voilà pourquoi, s'il vous plaît, voilà pourquoi le Congo-Brazzaville a cédé une partie de son territoire. C'est pour dire il a cédé officiellement. Non, attention. Officiellement, c'est pour l'agriculture. Ok? Officiellement. Là, attendez. Officiellement, c'est pour l'agriculture. Je vous informe. Oui. Officiellement, c'est pour l'agriculture. Et ils ont cédé à une entreprise rwandaise. N'est-ce pas? Il se fait que cette entreprise, c'est le bras financier du FPR, l'armée rwandaise. Donc, et le patron de cette entreprise, c'est Paul Kagame. Donc, voilà que nous avons à la frontière 3 minutes pour traverser un espace que le Congo-Brazzaville ne contrôle pas, que nous ne contrôlons pas non plus, et qui fait qu'ils peuvent traverser à n'importe quel moment. N'oubliez pas aussi que le fleuve, le Kanchachi, là où réside le président de la République, est aussi au bord du fleuve quelque part. Et que donc, on peut... quand on sait que derrière le Rwanda, il y a les Américains, il y a tout ce monde-là, et que pendant ce temps, nous marchons ici bras dessus avec les Américains, qui centralisent donc les informations, et de l'extérieur, et de l'intérieur, et qui peuvent donc guider facilement. Vous croyez qu'un homme comme Mamadou Ndala, il a été tué comment? Oui, il y a une requête. Mais pour tuer cette requête-là, il fallait qu'il y ait, avec des satellites, d'avoir identifié son véhicule dans le cortège, savoir dans quel véhicule il était, et quelle route il y avait, et comment positionner celui qui devait tirer la roquette. La MONUSCO, la base logistique de la MONUSCO n'est pas en RDC, et là en Ouganda, et là en TB. Et c'est quoi la base logistique? C'est là où ils ont le stock de drones, qu'ils ont les satellites, qu'ils ont comment dire, les écoutes et tout ça. Donc, vous comprenez que accepter ça, c'est mettre en danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent simuler une attaque ici, et pendant que nous sommes distraits ici, alors à l'est, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, l'armée kenyane qui est là-bas, plus la MONUSCO, s'occupe de cette partie du territoire. Et ils ont pris cet espace, je n'ai pas entendu ni la présidence de la République, ni le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, ni le Parlement dénoncer ou menacer, dire que nous sommes conscients de ça, et ces dangers ne font pas accepter qu'on vienne mettre à nos frontières. Mais comment vous poussez en fait le gouvernement à réagir dans une telle réalité qui doit réagir immédiatement. Comment la partie du territoire de la République démocratique du Congo. Non, mais mais ils sont au Congo-Brazzaville. Attendez, ils n'ont pas eu à accéder en République démocratique du Congo. Comment vous voulez pousser le gouvernement à réagir à tout bout de champ? Monsieur Edi, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine, c'est ça. C'est-à-dire que les Occidentaux approchent, veulent contrôler l'Ukraine, et la Russie constate que c'est en danger du fait d'avoir à ses frontières un pays contrôlé par les ennemis. Or, ici, le Rwanda, nous sommes en guerre depuis plus de 20 ans avec le Rwanda et l'Ouganda. Et vous donnez à cela un territoire au bord de la RDC, au bord de la capitale, juste au bord du fleuve Congo. Je pense que le Congo devait avoir une protestation officielle. La RDC devait dire à nos amis les Congolais de Brazzaville, vous annulez ce contrat. Sinon, nous bloquons aussi les choses, nous n'échangeons plus. Mettons la RDC à sa place. La RDC, en réalité, c'est la plus grande puissance de la région. Vous comprenez ça? Oui. Alors, si nous ne comprenons pas ça, si nous ne nous réveillons pas, on joue avec nous. On doit dire à Sassou Nguesso qu'il n'est pas question de donner cette histoire. Nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission, M. Corneille. Mais elle n'a pas duré. Elle n'a pas duré. Non, on est dans des 40 quelques minutes. Bon, en fait, face à la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu une proposition, en fait, sous l'initiative d'Ouro Kenyatta, le président kenyan, qui pense qu'il faudra l'intervention d'une force étrangère
à l'est de la République démocratique du Congo. Mais une certaine opinion estime que, avec l'arrivée de cette force, l'est de la République démocratique du Congo risque de devenir une zone tampon. Qu'en dites-vous? Oui, j'ai eu à le dire. Faire entrer notre pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, je dis que l'intégrité de notre territoire n'a jamais été aussi menacée. La communauté de l'Afrique de l'Est contient en son sein tous les pays qui nous ont fait la guerre pendant longtemps et qui continuent à le faire pour l'essentiel. Si notre pays est encore entier aujourd'hui, c'est grâce à la SADC qui nous a apporté du soutien. N'oubliez pas que nos ennemis étaient jusqu'à Kingassan ici. Hein. Oui. Et c'est grâce à l'action de Zimbabwe qu'on a pu, et de la population de la Tchangou, qu'on a maîtrisé la situation. Et nous tournons quasiment le dos à la SADC et nous allons entrer dans le camp de nos ennemis. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on a vu le chef de l'État participer au sommet de la SADC alors que le Parlement congolais, qui représente le peuple congolais, n'a même pas encore eu à ratifier cette affaire-là. Donc ça ne peut pas se faire. On a vu même des chefs d'état-major généraux de pays de la SADC se réunir et décider. Et on va décider que ce pays-là va envoyer des troupes chez nous. J'ai dit ça, c'est très grave, c'est trop grave. Parce que nous ne pourrons même pas les contrôler. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Comment voulez-vous demander au Rwanda, qui nous fait la guerre, de venir mettre la flèche à nos pieds? Non, ce sont les Rwandais. On a écarté les Rwandais. Non, c'est pas vrai ça. On a écarté les Rwandais. C'est pas vrai ça. Je vous dis, la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est un tout. Ils se réunissent. Vous allez contrôler les militaires qui sont là. Vous allez vérifier, celui-là est ougandais. Mais ils ont un mandat. Un mandat, une durée bien déterminée. N'acceptez pas de jouer avec le feu. On ne joue pas avec les serpents. Mais c'est qu'on est Moulouba. S'il vous plaît. Mais là où les bas blessent, s'il vous plaît aussi, là où les bas blessent, c'est du fait que partout où surgit un conflit en République démocratique du Congo, il y a toujours la présence étrangère, intéressée, vigilante, impitoyable, pour mettre à contribution nos vies et nos faiblesses. Et quant à nos faiblesses également, vous ne voyez pas que cela constitue un moyen facile ou naturel de maintenir les colonialismes anciens et de faciliter l'avènement du nouveau. Je dis ceci, tant que nous continuerons à permettre aux pays étrangers de mettre les pieds à la CENI, et donc c'est-à-dire que de manière d'intervenir dans la désignation de ceux qui dirigent notre pays, à quelque niveau que ce soit, nous leur donnons la possibilité de contrôler notre action. Alors du coup, nous nous affaiblissons en termes, observez ce qui se passe. Alors, vous avez des personnes qui ont mis un point lié. S'ils ont mis un point lié, ils ne peuvent pas prendre toutes les décisions que nous devrions prendre. Si nous décidons aujourd'hui, comme j'ai dit, par exemple, de dire qu'à partir de maintenant, nous mettons fin à la circulation de dollars, les États-Unis et les Occidentaux vont protester. Si nous décidons de porter notre armée à 3 millions, ils vont protester. Si nous disons nous négocions avec tel pays pour nous équiper en armes, ils vont protester, ainsi de suite. Donc, je veux dire qu'il nous appartient de renforcer en interne. Donc, je regrette beaucoup que ceux qui nous dirigent ont affaibli ou carrément cassé l'UDPS, parce que l'UDPS était un parti qui était présent dans tous les ensembles du territoire et que nous pouvions mobiliser comme instrument pour peser dans la vie politique nationale. Et alors, avec des grandes coalitions, alors ceux qui nous dirigent peuvent avoir de la force, trouver la force en interne. Or, eux, ils ont cassé tout ce qui peut leur permettre d'avoir une force en interne. Alors, ils sont dépendants de nos ennemis, les Américains, les Occidentaux, tout ça, pour qu'ils les soutiennent, pour qu'ils restent au pouvoir. C'est là l'affaiblissement. À partir de là, on a très difficile de progresser ou d'agir, de prendre des décisions fondamentales qui peuvent changer les choses. Nous sommes tout à fait en mesure de maîtriser rapidement la situation à l'Est. À nous de comprendre qui nous fait la guerre, à nous d'utiliser les moyens qu'il faut. Je dis, il y a l'opinion en Europe, il y a la démocratie, c'est leur talon d'Achille. Utilisons cette démocratie pour les mobiliser, pour créer des solidarités, et mobilisons-nous, armés, comment dirais-je, recrutons,
formons des commandos, nous utilisons nos armes pour nous procurer nos minerais pour nous procurer des armes. C'est quoi les Codeco, c'est quoi? C'est rien du tout. Les FDLR, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez entendu vous que les FDLR ont attaqué le Rwanda? Jamais. Mais ce petit pays-là, le Rwanda est un petit pays minuscule. Si les Américains continuent à le soutenir, alors nous devons montrer du doigt les Américains. Souvenez-vous de l'action de Bill Clinton. Montrons-les du doigt. Exigeons le départ de la MONUSCO de la RDC. Et n'a qu'à faire ici. On n'a pas besoin de la MONUSCO, soi-disant pour contre ces rebelles-là. Il n'y en a pas. Très bien. Je vous L'actualité oblige, pour terminer, M. Corneille Moulomba, la justice vient d'acquitter Vital Kamerhe, qui a été appréhendé dans les dossiers 100 jours du chef de l'État et relaxé. Aujourd'hui, la justice l'a quitté totalement. Qu'en dites-vous? Je ne suis pas un juriste, je ne suis pas avocat, mais je vais donner la réponse d'un citoyen, d'un patriote congolais. Oui. Est-ce qu'on se rend compte à quel point on a discrédité notre justice? Si dans un pays il n'y a plus de justice, il nous reste quoi? Ça se passe là à quel niveau? Au sommet de la justice. Si, de deux choses, il est innocent ou bien il ne l'est pas. S'il est innocent, on a passé le procès en direct à la télévision. Tous les Congolais ont suivi. Tous les Congolais ont suivi. De bout en bout, et c'était devenu une passion. Tout le monde se disait, enfin la justice revient dans notre pays. Vital Kamerhe a été condamné. Il a fait recours, il était là en appel. Mais en appel, on a condamné encore, on a confirmé la condamnation, mais on a réduit un peu la peine. Ou bien il est coupable, ou il ne l'est pas. Déjà avant tout ça, il a quitté la prison, il était donc il était dans un appartement quelque part, on dit du côté de Centre-Nganda. À partir de là, il va en Europe. Il fait je ne sais pas combien de mois là-bas, et puis il revient. Mais avant tout ça, on a entendu le chef de l'État dans le Kivu dire que M. Kamerhe était un monsieur bien. Mais il est le magistrat suprême. Notre justice ne s'est pas encore prononcée. Lui, il prend position contraire à celle de la justice. Oh, comment? Mais oui, puisqu'il avait dit que M. Kamerhe était bien. Mais s'il a dit que M. Kamerhe était un monsieur bien, citoyen bien, cela veut dire que il est président de la République, il est magistrat. S'il vous plaît. Il a donné son point de vue. Il ne peut pas. Il a donné son point de vue, il ne peut pas parce qu'il est magistrat suprême. S'il vous plaît. Est-ce qu'il a donné une décision? Il a donné des injonctions à la justice. Parce que s'exprimer à ce moment-là, vous avez vu comment dans ces dossiers, les chefs de l'État a laissé l'indépendance de la justice? C'est prononcé comme tel, c'est influencer obligatoirement, automatiquement la justice. Il ne peut pas le faire. Moi, j'ai regretté quand j'ai fait cette déclaration, s'il vous plaît. J'ai regretté. Je suis content pour Kamerhe qu'il soit en liberté. Oui. Je n'ai pas un problème personnel avec tel Kamerhe. Mais notre justice. Et puis, allons plus loin. Le dossier de 100 jours, c'est à peu près une affaire de 400 millions de dollars. Nous avons aussi maintenant le dossier de Brangalos avec 280 millions de dollars, sans compter tout le reste. Je suppose, j'espère que malgré l'acquittement, que cet argent qui appartient à Congolais, qui vous appartient à vous et à moi, qui appartient à tous les Congolais, cet argent va être retrouvé. C'est ça surtout. L'argent ne peut pas partir comme ça en l'air. L'argent de Brangalos ne peut pas partir en l'air. On veut au moins, on dit voilà, la Cour suprême, pardon, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation se jette la balle. Il faut que cette affaire soit claire, que l'argent du peuple congolais soit retrouvé. C'est 280 millions, vous savez combien d'écoles et combien d'hôpitaux? 400 millions, vous savez combien d'écoles et combien d'hôpitaux? Relâcher ou ne pas relâcher quand même, c'est une chose, mais que cet argent soit retrouvé, ça c'est important. Mais pour terminer, il y a des gens qui disent que, il y a certaines personnes qui disent que les efforts entrepris par le président de la République pour lutter contre la corruption, avec cette relaxation de Vital Kamerhe, cela est foutu en moule. Mais ça foutu en moule, parce que, comme j'ai dit, il aurait fallu que l'IGF fasse ce travail. Mais bien sûr que le travail est au tribunal, et ça c'est une chose. Mais déclarer seulement comme ça, c'est acquitté, c'est fini, terminé. L'affaire de dossier bouclé, ça je pense que... Concluez. Il y a peu de Congolais qui peuvent l'accepter. J'ai conclu que la justice élève une nation. Oui. La justice est un instrument essentiel de la cohésion nationale. Ne commettons pas d'erreur.
que la justice soit faite, effectivement, que ceux qui ont consommé, détourné cet argent, les 400 millions, soient identifiés, les 280 millions, même moment, parce que cela va contribuer à donner un peu d'espoir aussi à la population. Construisons notre justice, construisons notre armée, c'est le devoir que moi, en tant que UDPS, qui ai passé toute ma vie à ce que nous puissions avoir un état de droit, je ne peux que défendre cette vision. Toi, en tant que l'UDPS, alors que vous êtes contesté par ceux qui dirigent l'UDPS actuellement. Donc c'est une parenthèse. Non, 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 non. C'est une mauvaise parenthèse. C'est pas une boîte à Pandore, s'il vous plaît. Non, 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 non. C'est une mauvaise parenthèse. Qui peut contester Corneille Moulumba à l'UDPS pendant que nous sommes là en train d'aller de scandale en scandale? Nous nous sommes battus pour une cause. Et aujourd'hui, je suis en train de constater que la cause pour que nous avons défendue, que tout ce capital accumulé est en train d'être dilapidé. On va de scandale en scandale. Et ce sont ceux-là qui vont contester Corneille Moulumba. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et bon truc de programme sur votre chaîne.